Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une femme, Sophie de Foix, Foy. On va parler de l'amour infini d'une mère. C'est un livre qui est paru chez Mama Édition, Je t'aime, T apostrophe A-I-L-E. Bonsoir, bonjour. Sophie de Foix, Bonjour. on va parler de vous. Alors, vous êtes experte en langue romane et vous êtes enseignante dans le secondaire. Une des critiques qui a été faite sur votre livre, c'est un livre qui se lit mais qui ne se raconte pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je ne sais pas, c'est vrai que c'est une expérience que j'ai partagée par écrit, mais que j'imaginais pas forcément partager. Je me suis mise à écrire quand ma fille est tombée malade. J'écris depuis longtemps, mais par rapport à ce livre-là, j'ai compilé tout ce que j'avais écrit et mis dans mes carnets quand j'étais à côté d'elle à l'hôpital. Et en fait, il se fait que cette période à l'hôpital, était un moment qui est difficile à expliquer effectivement. Donc, je suis plus douée pour écrire que pour parler de tout ça. Mais ma fille malade, bébé, m'a emmenée dans une expérience à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et c'est comme si auprès d'elle, je réceptionnais des choses qu'elle me disait, alors que effectivement, elle ne parlait pas. Elle avait 9 mois. Elle avait 9 mois, oui. Ouais, 9 mois quand vous avez découvert qu'elle avait un problème de cœur. Oui, une myocardite aiguë, probablement virale. On n'a jamais vraiment su euh, comment c'était arrivé, voilà. Pas d'explication. Et j'ai Et pas cherché à en avoir. donc elle tombe malade. Elle reste 11 semaines en soins intensifs. Et Oui. là, d'abord, quand on vous annonce qu'elle est tombée malade, vous savez pas comment l'annoncer aux deux autres enfants que vous avez qui sont plus grands. C'est important aussi les autres enfants. C'est aussi un livre sur comment on annonce ça aux autres et comment les autres le vivent. Oui, et essayer de leur faire partager ce que nous, on a voilà, vécu tout au long de cette maladie et puis par après. Et c'est vrai que pour mes deux grands-enfants, on avait vraiment... en fait, il y a des infirmières qui disaient, n'oubliez pas les enfants à la maison. Et on essayait voilà, d'être présent aussi pour eux. Et puis on a eu la famille qui aidait aussi à ce moment-là pour se relayer auprès d'eux, puisque elle était aux soins intensifs. Alice, elle était aux soins intensifs pendant les 11 semaines. Elle n'en est jamais sortie et elle n'a jamais quitté ce service-là non plus. Donc, c'était jour et nuit. C'était jour et nuit. Oui, donc il faut un arc-en-ciel pour les petits, Oui, pour un arc-en-ciel exactement. entre vous Et et donc, quand je les retrouvais, c'est vrai qu'on avait ces moments qui me faisaient à moi beaucoup de bien. En fait, je les retrouvais et ça me nourrissait moi autant qu'eux, je crois. Et ça permettait de faire le lien. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment cette image où, quand ils se couchaient le soir, ils imaginaient vraiment cet arc-en-ciel jusqu'à la chambre d'Alice, où ils avaient eu l'occasion, ils ont pu venir à plusieurs reprises la voir. Donc, ils voyaient à quoi ça ressemblait et où elle était. Et c'est vrai que j'ai l'image de ma fille aussi un soir qui vient près de moi, qui dort pas bien, et puis qui me dit, tu sais, maman, les dauphins sont venus me parler, et les dauphins m'ont dit qu'il fallait continuer à nager, qu'il fallait continuer, qu'il fallait passer au-dessus et qu'il fallait continuer. Et cette phrase, je ne sais pas d'où ça lui venait, d'un rêve, comme les enfants, parfois ils disent des choses qui sont étonnantes et très intéressantes parce qu'en fait, cette phrase, elle m'a aidée, je pense, autant qu'elle. Cette image était parlante. oui, c'est Vianne aussi qui vous dit, une fois qu'elle est partie, Alice, elle vous dit, est-ce qu'elle est heureuse là où elle est? Elle se pose la Ouais, question. exactement. Exactement. Et moi, ma profonde sensation, ma profonde conviction, c'est pas une croyance, c'est au-delà de la croyance, c'est que oui, ma fille, elle est bien là où elle est. Et donc, oui, je lui partageais, c'est ce que je répondais à Vienne. Même si évidemment moi ça m'arrangeait plus qu'elle soit avec nous, mais en même temps cette idée et cette sensation profonde de sentir que ma fille est bien là où elle est était une pensée, une sensation, de me connecter à cette sensation me permettait de m'apaiser moi en fait. Et j'ai toujours eu cette impression d'être dans un axe bien juste,
le plus aligné possible. Et c'est quand j'étais alignée comme ça que je pouvais avoir cette sensation qui m'arrivait, que ma fille, elle était bien là où elle était. Alors je pouvais me calquer à cette sensation, voilà, cette connexion, et ça m'apaisait. Mais après, ça n'empêche pas qu'il y a toutes les autres parties de nous-mêmes, voilà, du corps, du cœur, voilà, du cœur brisé, etc. Et donc, il m'a fallu, je pense, tout le temps et toute mon écriture jusqu'à arriver à ce résultat final. Eh bien, ça a été mon cheminement pour cet alignement, en fait. C'est ma sensation. Et de me dire, et aussi de penser, en fait, en tant que maman, qu'est-ce que tu souhaites à ton enfant? Ben moi, je souhaite que mon enfant soit bien, en fait. Et du coup, de me souvenir enfin, de penser à cette sensation, de me connecter à ça, ça me réconfortait. Et j'en venais à me dire, ton ego de maman, tu peux le laisser de côté, en fait. Ton ego de maman n'est pas le plus important dans cette situation. Le plus important, parce que mon ego de maman, qu'est-ce qu'il a envie? C'est de porter ma fille, d'en prendre soin, de la voir grandir, de passer du temps avec elle. Mais je devais me connecter à un autre niveau, en fait. Voilà, j'étais à un autre... Un passage qui m'a parlé à moi parce que quand vous accouchez, vous dites, vous accueillez votre fille en lui disant tu es parfaite comme tu es, parfaitement imparfaite. Et moi, je me souviens comme ma fille est née, c'était mon premier enfant, elle était vraiment petite et je la massais et je trouvais qu'elle avait un problème au bras et je me disais, elle est presque parfaite et elle a un problème au bras. Et en vérité, à 14 15 ans, le problème est arrivé. Donc, ça m'a rappelé ma propre histoire comme si on avait quelque chose qui nous disait qui a une imperfection. Après, je m'en suis voulu, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ai créé le problème ou est-ce que le problème est venu à moi pour me préparer, quoi. Donc cette phrase, voilà, je l'ai retenue, tu es parfaite comme tu es, parfaitement imparfaite. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi vous avez eu cette idée. C'est une phrase que j'ai dite à mes deux premiers enfants aussi, dans le sens aussi où je trouve, je nous trouve, les êtres humains, complètement imparfaits et complètement et très petits. Je me sens tellement minuscule moi, au milieu de tout cet univers. Et quand j'ai mis au monde mes enfants, j'ai eu cette sensation d'être vraiment toute petite. Et cette perception qu'il y a tellement de choses qui m'échappent, parce que sinon je ne saurais pas mettre au monde un enfant, tout simplement, des pensées très simples et basiques comme ça. Et donc, au milieu de ce miracle de la naissance d'un enfant, c'est vrai que je trouve que c'est réconfortant comme pensée de se dire que nous sommes parfaitement imparfaits, que ça nous laisse une très grande liberté d'être qui on est, d'être pleinement soi, de ne pas chercher la perfection, en fait. Moi, j'ai pas envie que mes enfants cherchent la perfection. J'ai envie qu'ils cherchent à être qui ils sont profondément. Et ça, je pense que c'est le travail de toute une vie et que c'est notre recherche tout au long de notre vie. Donc juste après son départ, vous dites qu'il faut privilégier le mouvement, que le fait de s'immobiliser empêche la blessure de se soigner. Oui. Alors ça, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de rester en vie. C'est ce mouvement. Alors, mouvement, il y a moyen d'entendre de plusieurs façons. C'était pas du tout un mouvement d'aller vers l'extérieur, de sortir, ni même de bouger, ni même de... Parce que j'en étais tout simplement incapable. Aussi parce que quand ma fille est morte, j'avais 3 mois d'hôpital dans les pieds où je dormais très très peu, évidemment, la nuit. Enfin, il n'y avait pas vraiment de nuit. Donc physiquement, j'étais dans un état de grande fatigue. Et puis, voilà, l'événement traumatique, etc. Donc, c'est pas du tout de cet ordre-là. Et je suis restée aussi complètement dans ma grotte, complètement voilà, dans mon chez-moi, vraiment protégée du monde. Mais ce mouvement dont je parle, c'est vraiment ce mouvement intérieur qui peut même n'être qu'une pensée. Et cette mise en mouvement, même quand tout va mal, j'ai cette sensation d'avoir appris ça à l'hôpital à côté d'Alice quand elle était pas bien. Et il y a des moments où elle subissait une opération, elle subissait, voilà, et puis elle avait ses hauts, ses bas en permanence, même si tout était toujours très bas. Mais les moments qui étaient trop difficiles, la seule chose qui me permettait de continuer à respirer,
C'était de m'imaginer une pensée, ben, par exemple la pensée des dauphins qui nagent, et cette pensée d'être dans l'eau. J'ai beaucoup, beaucoup utilisé cette image de me plonger dans l'eau, de bouger dans l'eau, en fait, ne fût-ce que de m'imaginer moi mentalement en train de bouger, en fait. Même si j'y arrivais pas physiquement, voilà, mentalement de mettre en mouvement une pensée, quelque chose, et une pensée dirigée vers, euh, à l'inverse des ruminations. Pas des ruminations, justement, voilà, c'est comme si j'avais eu le réflexe de couper mes ruminations et mes pensées négatives, des pensées liées aux peurs, par exemple, des pensées culpabilisantes. Je me sens très épargnée par la culpabilité parce que j'ai peu côtoyé ce sentiment. Mais j'ai appris à couper. J'avais vraiment cette paire de ciseaux imaginaires que j'utilisais. Mais quand je dis une paire de ciseaux imaginaires, ça veut dire que dans ma tête, c'est un peu méditatif. J'imagine vraiment que je prends cette paire de ciseaux, que je coupe cette pensée. Et après, par contre, ce qu'il faut, c'est remplacer, mettre une pensée qui m'amène vers quelque chose qui m'aide, en fait. C'était ça mon objectif. Et tout ça pour en revenir au mouvement, que quand je coupe des pensées qui me font descendre, qui me coupent de moi-même, qui m'empêchent de respirer, c'était de mettre en mouvement ces pensées qui allaient me faire avancer. Voilà. Alors ça, c'était après ou pendant? Parce que pendant l'hospitalisation, vous avez surtout appris la patience. Oh oui. Alors ça, c'était vraiment, oui, la patience. C'était, j'aurais pu devenir folle de devoir apprendre cette patience. Je suis pas de nature patiente en plus, mais la patience, oui, de n'avoir jamais de réponse. La patience que les choses, il y a plus de temps en fait. Le temps s'efface, le temps n'existe plus vraiment, donc l'espace-temps se transforme. Et au milieu de tout ça, ben, il y a rien en fait, parce qu'il n'y avait rien d'autre que d'être à côté d'elle et d'avancer avec elle et de suivre son évolution, qui à la fois c'était les montagnes russes, parce que aux soins intensifs, le moindre petit changement est très grave et important, ou une nouvelle qui nous soulage énormément, alors qu'on sait qu'en soi, elle est tout le temps sur le fil entre la vie et la mort, tout le temps, à chaque instant. Donc oui, la patience, ça, c'était un enseignement qu'elle a essayé de me donner. Et en plus, elle vous a attendu, hein. Vous étiez chez elle, enfin, vous étiez là-bas. Vous aviez préparé un thermos de thé. Vous dites, ce thermos, je n'y toucherai pas. Sur l'écran, je vois la ligne de ton cœur qui s'arrête complètement. Je me dis, la machine est cassée, j'appelle. Tu es parti, envolé. Elle a quand même attendu que vous soyez là, hein. C'est un cadeau. J'ai vraiment cette sensation aussi. J'ai vraiment cette sensation et je me vois que parce qu'effectivement, je ne prenais même pas le temps toutes les semaines qui ont précédé. C'est vraiment le matin où je me dis, waouh, bravo, tu te prépares, tu te fais chauffer de l'eau. Ça voulait dire attendre que l'eau soit chaude. Tout le moindre geste est compté en fait quand on est aux soins intensifs. Tout compte, donc on raccourcit au maximum. Et là, je m'étais offert la liberté de me dire, je vais me préparer un thé, ça va me faire du bien plutôt que de boire le mauvais café qui est là-bas dans enfin, la salle d'attente, ou je sais plus comment on l'appelle, dans le service. Et donc, j'arrive effectivement assez fière avec ce thermos. Et ce matin-là, je croise enfin, l'équipe de la nuit qui reste souriant alors qu'ils viennent de faire toute une nuit. C'est un infirmier qui s'est occupé d'elle, qui a été adorable, qui est venu en renfort parce qu'il manquait du personnel. Et j'arrive près d'elle, le soleil se lève, j'ouvre les stores comme tous les matins. Et je me dis, parce que c'est vrai qu'elle allait un peu mieux depuis une semaine, ce qui me faisait peur en même temps. Et je me souviens avoir dit à une de mes amies, écoute, oui, je peux plus sortir ces petits jouets, ces petits doudous, ne fût-ce que pour qu'elle regarde. C'était tout simple. Et je me dis, mais quelque part, je sentais, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment bon signe? Parce qu'on n'ose pas se réjouir aussi, il y a quelque chose comme ça. Et là, c'est vrai que j'avais envie de jouer entre guillemets avec elle à notre manière. Et elle me fait vraiment comprendre que je ne dois pas la toucher, alors que je passais beaucoup de temps à la masser, voilà, à la câliner. Mais voilà, c'est un bébé comme toute personne, n'importe quel âge. Parfois, on a besoin d'avoir sa bulle, ou plus ou moins. Et donc, c'est vrai que j'ai déposé tous les jouets que j'avais autour de son lit en me disant, elle va regarder, déjà ça, c'est joué.
Et puis là, voilà, oui, je vois cette machine et j'ai vraiment pensé de manière irrationnelle que la machine était cassée, et que c'était pas du tout Alice qui allait mal, c'était ma machine, enfin la machine qui était défaillante, oui. Oui, le fait qu'elle veuille plus être touchée, c'était déjà pour mettre de la distance. Oui, oui, je pense elle passait, quoi. Elle passait dans une autre sphère, oui. Alors, elle s'appelle Alice, il y a plein de références à Alice au pays des merveilles dans votre livre. S'il est impossible de ne pas penser à quelque chose, il reste encore possible de penser à autre chose. C'est un peu ce Ouais, que vous faites quand vous coupez les idées négatives, hein. exactement. C'est une phrase que j'ai reçue. Alors, comme à l'hôpital, j'ai fait des collages, etc. Donc, j'avais des revues que des amis venaient me déposer, m'apportaient. Et donc, à mon avis, j'ai dû trouver ça dans une revue. Je ne me souviens plus où j'ai trouvé cette phrase, mais c'est une phrase qui m'a vraiment beaucoup aidée, qui est toute simple, tellement simple et tellement parlante que c'est une phrase qui fait partie des phrases auxquelles je me suis beaucoup raccrochée. Oui, tout à fait. Alors, à un moment, vous vous dites qu'il faut déposer les armes, il faut accepter ce qui nous dépasse, faire le deuil de la perfection, de l'état de toute puissance. C'est ça qui est le plus difficile, c'est d'accepter qu'on n'y peut rien. Exactement. C'est accepter qu'on est totalement impuissant. Et à un moment donné, en fait, cette impuissance me faisait souffrir. En fait, j'avais mal aux mains et aux bras. C'était tout à fait psychosomatique de pas pouvoir m'occuper plus de ma fille, en fait. J'étais limitée, complètement limitée à juste ma présence. Et tant on se sent impuissant, coupable de ne pas pouvoir faire plus, je voudrais pouvoir trouver la solution, être médecin, mais sauf que je ne suis pas médecin, j'ai pas la solution, je ne suis que sa maman. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, mais j'accepte d'être juste sa maman. Et donc, bah, finalement, être sa maman, c'était juste être une présence réconfortante auprès d'elle. Et je voulais pas être une maman qui était dans tous ces états d'inquiétude, de peur, de pleurs, de stress. Je me dis non, en fait, j'ai voulu être la maman, j'ai essayé du mieux que j'ai pu être une maman ben, la plus rassurante, en fait, pour elle. Mais c'est plus elle qui me rassurait que moi aussi, parce que tout ça, ça s'est fait, j'avais ce dialogue interne avec elle qui me nourrissait et qui me guidait énormément. Est-ce que c'est dans ce dialogue que vous avez entendu, puisqu'elle ne parlait pas, que son âme savait que sa vie serait courte? Eh bien, oui, c'est dans ces dialogues-là, oui, tout à fait interne de me dire, en fait, elle savait, comme j'ai cette impression, mais qui est spéciale à partager et à dire, que c'est comme si elle m'avait fait le cadeau, c'est particulier à dire, le cadeau de rester encore 3 mois auprès de moi dans cet hôpital parce qu'elle aurait pu vraiment avoir un arrêt cardiaque c'était imminent. C'était vraiment, je suis arrivée aux urgences, en fait, tout s'est enchaîné à une vitesse, à 5 minutes près. Le pédiatre n'aurait pas entendu la souffrance du cœur parce qu'il me dit, on peut tout à fait réécouter quelques minutes après, ne pas l'entendre. Donc, il y a eu la chance, c'est un peu particulier comme mot, mais moi, j'estime avoir eu la chance d'avoir pu être au chevet de ma petite pendant 3 mois et d'avoir eu ces dialogues intérieurs tellement intenses avec elle j'ai eu cette sensation qu'elle, elle savait que en fait, elle avait vécu toute sa vie à elle, même très courte, mais elle le savait. Mais c'est comme si elle avait eu la douceur et la délicatesse de me le faire accepter au moins pendant 3 mois. Dire, maman, tu sais, je vais partir. Ok, maman, tu sais, je vais partir, plutôt que de partir du jour au lendemain. Voilà. Oui, vous avez eu le temps de vous préparer. Quelque part, oui. Vraiment, quelque part, oui. Et de tout ce dialogue intérieur que j'ai instauré avec elle et qui a commencé dès la nuit où je suis arrivée à l'hôpital, ben, m'a permis, je pense, après sa mort, de vivre vraiment autrement sa mort. Je ne peux pas imaginer comment j'aurais été, ce que je serais, comment j'aurais réagi, quelles auraient été ma façon de faire si je n'avais pas eu ce dialogue pendant 3 mois. Tout à fait. Vous étiez même prête à accepter qu'elle s'en sorte avec des séquelles, même graves.
Oui. Oui, oui, oui. Et ça, c'est quelque chose aussi au fur et à mesure où bon, son enfant a un souci de santé, ben, on veut qu'il guérisse. Et puis, en fait, le souci de santé, il est important. Donc, on se rend compte qu'en fait, c'est pas juste où tu vas guérir, tu vas peut-être guérir complètement. Voilà. Non, c'est peut-être tu vas guérir, mais en partie. Et tu vas avoir des séquelles. Et il se fait que moi, je travaille dans l'enseignement secondaire spécialisé. Donc, je travaille avec des jeunes porteurs de maladies et handicaps. Et donc, je me souviens d'un rendez-vous avec les médecins et au fur et à mesure des jours, on observait voilà, de ce qui se passait dans son corps, dans ses réactions, une jambe qui ne bouge plus, puis qui se remet à bouger, etc. Elle avait eu un arrêt quand même, donc il y avait des choses qui se passaient, plein de choses qui se passaient. Et ce jour-là, le médecin dit, voilà, il y aura probablement des séquelles, mais je ne sais pas vous dire quoi du tout. Est-ce que ce sera juste une difficulté à marcher? Ou est-ce que ce sera une impossibilité de marcher? Ou est-ce que ce sera juste une difficulté d'apprentissage? Ou est-ce que ce sera des risques de crise d'épilepsie? Et donc, il me citait tous des risques possibles, mais ça allait de petites choses à des choses plus grandes. Et moi, c'est vrai que dans ma tête, je voyais défiler des élèves que j'avais en classe et je connaissais les soucis d'apprentissage, je connaissais une crise d'épilepsie, parce que je le vis au quotidien dans mon travail. Et donc là, ça m'a anéanti complètement parce que pour moi, dans ma tête, ben non, on se battait pour que, elle se battait pour guérir, mais le jour où elle serait guérie, ben, elle serait en pleine forme. C'était pas une option possible d'aller vers autre chose. Et en fait, non. Il y a tout un pan qui s'est ouvert en disant, ben non, peut-être que ça va être autrement. Et donc, je me souviens que je préparais déjà une espèce d'aide post-hôpital où je savais que j'allais devoir mettre en place des apprentissages, de la kiné, des choses spécialisées qui allaient pouvoir l'aider pour réapprendre. Elle n'allait pas revenir au point zéro. Je suis une petite fille, un bébé de 10 mois, je suis guérie et rien ne s'est passé. Non, mais il faut du temps pour accepter ça. Il faut du temps. Au moment où vous avez même envisagé la vie sans Alice, hein. C'est-à-dire que vous aviez même commencé à voir votre vie d'après Alice. Oui, je vis avec elle qui est là-bas, en fait. Je, je suis nourrie de sa présence. Je me suis attelée vraiment à être le plus alignée à moi-même pour pouvoir me connecter le plus à elle. Parce que aussi je sentais, et c'est toujours, ça reste le cas, c'est un travail quotidien de rester aligné à soi-même pour rester connecté à elle et vivre avec mon enfant là où elle est, parce que je la sens être là, vivante quelque part, à vivre des choses qui m'échappent complètement, mais le dialogue se poursuit tout à fait. Et on apprend au milieu du livre que lorsque vous aviez 12 ans, vous avez perdu votre frère dans un accident de voiture et qu'à l'époque, Oui, vous aviez envie de le suivre. oui, oui, ça a été. Je me souviens me dire très simplement dans ma tête d'enfant, mais en fait, il y avait aussi un discours de mes parents qui était un peu, il est au paradis, il est bien là où il est. Ben, peut-être comme moi j'ai dit à mes enfants, Alice, elle est bien là où elle est, mais dans un langage un peu différent, mais ça revient au même. Et moi, je ne comprenais pas du tout pourquoi. Du coup, lui, il était là-bas. Et apparemment, on était rassurés qu'il allait bien. Et moi, je me sentais tellement mal ici que c'est vrai que je me suis dit, autant aller là-bas avec lui, enfin, comme si je partais en voyage, voilà, de me dire pourquoi je reste ici et de vraiment me prendre très au sérieux avec moi-même et me dire, eh bien, si tu restes ici dans cette vie-ci, ça semble être quand même difficile. Il y a des épreuves qui sont douloureuses et compliquées à traverser. Eh bien, je me suis fait la promesse de vivre, mais alors de pas vivre à moitié, comme ça, de vraiment profiter, de goûter à la vie. Et aussi, le cadeau qu'il m'a offert en partant, mon frère, c'est que j'ai vraiment compris que la vie, c'est un cadeau quotidien. Et la vie ne nous est pas due. On ne, le, ça peut rejoindre un peu l'idée que je ne me sens pas victime d'une injustice que ma fille soit morte. Je ne me retrouve pas dans ces mots-là.
C'est juste la vie que ma fille a vécue. Et c'est celle, moi, je vis la mienne, que je dois vivre. Et il se fait que je traverse cette expérience-là. Mais je ne me dis pas que il y a personne qui m'a promis que je vivrais jusqu'à tel âge et que j'allais mettre mes enfants au monde et que j'allais vivre, qu'ils allaient eux-mêmes vivre jusqu'à tel âge. Et ça, c'est le message que mon frère m'a donné. C'est ben, la vie, elle peut partir du jour au lendemain, donc profite à fond, hein. Vraiment profite. Et c'était quelqu'un qui profitait beaucoup. Et donc le message était très facile à réceptionner. Donc elle avait presque un an, votre fille, quand elle est partie alors. Oui, oui. Et son Juste anniversaire, avant, c'est un an, oui. quelques jours avant. Ben, du coup, elle est décédée un 11 août et son anniversaire, c'était le 29 août. Oui, oui. Les yeux d'Alice qui font voyager les infirmières. Ça, c'est joli. Elle avait des yeux magnifiques et ça faisait voyager les infirmières. Bon, son frère ne veut pas aller à l'enterrement. Il dit qu'il n'a pas envie de voir tout le monde pleurer. Il y est allé finalement. Oui, oui, il était très... Enfin, c'était... En fait, ces mots d'enfant sont tellement... simple et tellement dans le moment présent. Et donc, c'est vrai qu'il se souvenait, on avait été, quand Alice était petite, donc pas quelques mois avant, à un enterrement. Et c'est vrai que j'y étais allée avec mes enfants. J'avais Alice dans mes bras qui, au cours de la cérémonie, s'était mise à pleurer. Et donc, j'étais sortie pour aller la balader à l'extérieur de l'église. Antoine s'en souvenait très, très bien. Et donc, il m'a tout simplement dit, ben, tu feras comme tu te souviens à l'enterrement où on était allé. Si tu pleures, maman, tu iras dehors pour pleurer, parce que quand même, on n'a pas envie de voir tout le monde pleurer. Et, euh, et après, j'avais tellement envie de dire la même chose que lui et de ne pas aller non plus. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, comment on va faire? Et puis, les heures s'écoulent, les choses se mettent bien. Et puis, voilà, il est venu. Oui, oui. Oui, puis vous dites qu'il faut s'accorder le temps des larmes. Hein. C'est pas quelque chose qu'il faut refouler. Hein. C'est important de les laisser descendre et de les laisser couler. Oui, je disais à mes enfants, parce que oui, on a besoin de pleurer, et quand mes enfants se blessent, je leur mettais de la lavande, de l'huile essentielle, lavande aspic, et on avait cette expression entre nous de dire les larmes, c'est comme la lavande aspic. Ça, ça aide à guérir, en fait, ça aide à cicatriser, ça... En fait, des larmes, je leur disais aussi, j'imaginais des ballons de baudruche qui sont remplis de tristesse. Mais à un moment donné, voilà, il faut que ce ballon éclate, il faut que ce ballon s'envole, qu'il se passe quelque chose, mais on ne peut pas rester avec ces émotions gonflées à bloc à l'intérieur de soi. Et les larmes, ben, c'est un moyen encore assez facile pour évacuer, c'est pas confortable, mais qui est un moyen, oui, pour évacuer la tristesse, oui. Et ce temps peut être plus ou moins long, tout à fait, et différent pour chacun. Oui, puis le fait d'avoir perdu votre propre frère fait que vous étiez plus à l'écoute de ce que vos enfants ont perçu en perdant leur... Alors, oui, complètement. Et c'est vrai que cette histoire en miroir est surprenante parce que euh, d'avoir connu effectivement la mort de mon frère, je me souvenais, mais comme si c'était hier, de mes sensations, de l'impression d'être un peu mise de côté, et puis on oublie, puis on reste des enfants, et donc en même temps, un enfant, il va aller courir dans la pelouse, et puis il va revenir, et puis il va faire sa journée d'école, il va revenir, et donc les parents sont dans leur chagrin, et donc, il y a tout un ensemble de choses où j'avais encore des sensations très fortes de comment moi j'avais vécu tout ça et que dans la tête d'un enfant, en fait, je me souviens que j'avais des angoisses, que ma tête explose, tellement j'avais de pensées et d'émotions qui partaient dans tous les sens. Mais je gardais ça pour moi parce qu'à ce moment-là, il y avait la parole était moins libre qu'aujourd'hui, je pense. Et donc, je me souviens de cette angoisse de me dire, mais moi, mon corps, ma tête va exploser tellement il y a de choses en moi et qui étaient... voilà, c'était... et aussi le côté, si on ne dit rien, c'est que tout va bien. Mais non, on pouvait me poser la question, et si on nous posait la question et avoir une bonne manière de poser la question pour avoir la réponse, la détresse était totale, évidemment, chez mes frères et sœurs et moi, oui. Oui, puis l'impression que les parents, finalement, ils vous voient plus.
Oui, alors ça, c'est vraiment compliqué parce que tout d'un coup, il n'y a plus que le... Mais je comprends, mais ça, pour avoir vécu cette sensation qu'en fait, nous, on était encore vivants, mais qu'on était moins important ou qu'il n'avait plus vraiment de temps pour nous, plus l'énergie, parce que les larmes prenaient beaucoup de place, c'était très questionnant et c'est vrai que ça a été compliqué. Et ça m'a permis, par contre, du coup, de pouvoir, de pouvoir m'occuper de mes enfants complètement. Et puis moi, mes enfants, c'était ma bulle de vie, vraiment. Quand je me connectais à Vianney et Antoine, à mes enfants vivants, j'étais dans la vie avec eux. Et donc, je me sentais tellement chanceuse qu'ils soient là, vraiment. Je... La page 145, au chapitre 48, j'habitais le pays du je t'aime, me voici arrivé dans celui du je t'aime. Cette seule lettre échangée ouvre les bras du cœur pour se laisser porter par les airs. Elle souffle de la douceur sur la douleur. Je t'aime, c'est le titre du livre. Oui. Oui, et pour moi, ça résume tout mon lien avec elle. Et puis en plus, pas seulement avec elle, mais aussi avec mes deux autres enfants qui sont vivants et qui ne... Voilà, j'ai été amenée à ouvrir au-delà de... Comment dire j'ai vraiment envie d'avoir confiance et de faire confiance en mes enfants, comme j'ai confiance en la vie que vit Alice là où elle est pour le moment. Ça m'a permis Mon travail, c'est de plonger dans la confiance au maximum, en fait. Et j'ai envie que mes enfants ressentent cette confiance-là. Et je voulais absolument pas prendre le chemin d'une maman craintive, d'une maman inquiète, d'une maman qui est encore plus inquiète que toutes les mamans parce que j'ai ma fille qui est morte. Je ne voulais absolument pas de ça et probablement aussi que c'est après mon expérience en tant que sœur endeuillée où nos parents ont voulu, on ne pouvait plus rien faire, quoi. Il fallait, tout était dangereux en fait, tout le monde extérieur était dangereux et ça pour moi c'était pas possible. Et donc, aimer ma fille au-delà de la mort, ben, du coup, dans aimer, il y a quand même tellement pour une maman de toucher, de cajoler son bébé, de le masser, voilà, de le regarder, de l'embrasser. Tout ça n'est plus possible, mais je me dis, voilà, le je t'aime, ça oui, à distance oui, lui envoyer tout le meilleur, tout le bon, tout mon amour, toute la lumière, tout. Et je me sens nourrie à l'inverse, elle me donne aussi dans l'autre sens la même chose. Et vraiment, par rapport à Vianney et Antoine, ça m'apprend beaucoup, Oui, ça m'aide beaucoup. vous leur faites confiance, hein, Oui, vous allez pas les enfermer dans une cage comme dans l'Arrache-Cœur, je crois, je sais plus, dans le bouquin de Vian, là, où la maman oui, de gosse en cage. Donc, c'est pas ce qui est. Alors, vous écrivez, cheminer avec le deuil, c'est avant tout se regarder dans un miroir et en accepter le reflet, accepter la réalité, sa finitude, son incapacité à tout contrôler, accueillir qui je suis, comment je suis. C'est vrai, c'est d'accepter tout ça, hein. Donc, de reparler de temps en temps avec les enfants de. oui, bien sûr, c'est vraiment, on peut en reparler et puis on peut ne pas en parler et puis que ça vienne et que ça parte, c'est léger en fait d'en parler. Et ce qui n'empêche pas parfois des moments plus difficiles ou des moments de cafard où tout à coup, l'un peut être triste et on peut dire, tu veux dire à cause de quoi? Et c'est Alice ou c'est pas Alice? Et ça peut être elle, ça peut être autre chose. C'est euh, c'est ouvert. C'est ouvert, oui, on peut en parler. Il y a vraiment pour moi, cet essentiel de se regarder en face et de s'accepter soi comme on est. Et en fait, ça rejoint le début de notre rencontre où on parle de tu es parfaite comme tu es parfaitement imparfaite, en fait. C'est cette même idée qui se rejoint, mais vis-à-vis, en fait, c'est ça, c'est vis-à-vis de moi-même aussi, m'accepter aussi moi comme je suis et imparfaite comme je suis et d'avoir très mal au cœur de vraiment
avoir beaucoup pleuré. Ce qui était très difficile pour moi dans ce cheminement de miroir et de se regarder en face, c'était aussi de me dire, je suis une maman qui pleure, mais c'est tout ce que je veux pas pour mes enfants. Vraiment. Et mes enfants sont petits, donc par moments, j'avais comme ça une angoisse du temps qui s'engouffrait de me dire, ah, mais là, t'es triste maintenant. Est-ce que tu te rends compte de comment tu es pour les enfants, etc. Et en même temps, c'était jamais une journée où je pleurais du matin au soir. Il y avait toujours des moments où, une fois que j'étais connectée à eux, il y avait de la joie, il y avait du rire, ils ont toujours pu parler, ils ont toujours, je ne leur ai jamais dit, tais-toi, je suis triste. C'était à l'inverse. Leur vie d'enfant venait égayer, mettre de la lumière et de la joie, et ça me remplissait de réconfort, vraiment. Et du coup, j'ai dû accepter de me dire, mais oui, tu es une maman triste, mais si je faisais le calcul de me dire, ok, tu ranges tes larmes, tu ravales tout ça, alors bien sûr, on gère quand même dans notre journée de maman, on gère, mais il y a des moments où c'était pas possible, ça débordait, et puis je savais que je dégageais quelque chose qui était pas facile, qui était lourd, etc. Mais en fait, de le cacher, des enfants, ils sentent tout, ils savent. Et donc, c'était inutile de le cacher. Et donc, je n'avais qu'un seul choix pour essayer au plus vite de retrouver ma joie de vivre. Je faisais le calcul. Il faut que vraiment, là, tu prennes à bras le corps ces émotions-là. C'est vraiment ça. Ça a vraiment été ce travail de ces émotions. Elles sont j'étais épuisée. C'était les montagnes russes, mais en permanence. Parce que, par exemple, j'étais bien à partager un moment, un jeu avec les enfants, et bardave, je retombais juste après. Et donc, je me souviens que je disais tout le temps, je rêve d'arriver au plat pays. Je rêve d'arriver au plat pays. Et j'en n'en pouvais plus des montagnes russes. Mais voilà, mais je savais que de vivre mes montagnes russes, je montrais aussi à mes enfants la fidélité à soi-même, une forme de faire face en fait et prendre dans les bras mes émotions. Et quand mes enfants étaient tristes, ben, je leur disais pas sèche tes larmes. On laissait couler et puis on jouait à autre chose. Et puis on faisait quelque chose. Mais voilà, au niveau de l'image de moi, c'est le truc qui a été le plus difficile probablement d'accepter d'être une maman comme ça triste. Et il y a une autre phrase qui m'a beaucoup aidée, c'était à partir de maintenant, tout est possible. Et donc, si je me disais, je m'en voulais d'avoir été, d'être triste, et en même temps, je me disais, OK, mais tu te le dis que tu n'as pas envie d'être comme ça, mais donc, OK, de toute façon, tu n'as pas le choix, tu vis ça, tu ne peux pas être légère là, maintenant, du jour au lendemain, mais tu peux toujours garder ta ligne de conduite et tirer ton azimut vers, je sais que je vais me relever, que je vais m'en sortir. Et ça, j'ai toujours cultivé cet objectif-là, en fait. Et puis quand je regardais mes enfants, mais mon objectif, il était clair, quoi. Il était super lumineux. Et donc, je me disais, OK, bah, à partir d'aujourd'hui, de toute façon, tout est possible. Et donc, ça m'a permis vraiment de profiter de mes enfants, voilà, vraiment au maximum. Quand vous dites le plat pays, vous n'avez pas un petit côté belge, vous, un petit accent par là. Oui, tout à fait. Alors, Lewis Carroll, mais alors, dit Alice, si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un? C'est exactement ce que vous disiez là. Finalement, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de vérité. La vie, c'est un espèce de film qu'on est obligé de voir, savoir maintenant ce qu'on en fait. On est spectateur ou on est acteur. On a le droit de pleurer pendant les films tristes, mais on a aussi le droit de rigoler pendant les films gays. Donc, Complètement. Ah oui, mais c'est la réponse à il n'y a plus rien qui a de sens. Exactement. Et donc, du coup, tout est possible. Voilà. Et ça, ces trois mots, tout est possible, ouvre toutes les perspectives et peut changer tous les jours, évoluer avec le temps, avec les années, etc. Et, euh, et ça, pour moi, c'est une phrase qui pousse vers la lumière, vraiment, qui nous attire vers le haut. Sophie Defoy, donc Je t'aime, c'est votre premier livre. Et alors, les suivants, ils arriveront ou ça s'arrêtera là? Non, j'ai envie de continuer à écrire, j'ai des idées qui sont là et je, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis on verra. Donc, à la fin du livre, vous dites au chapitre 51, cet été, tu aurais eu 10 ans. Rien que de l'écrire, j'en sens l'émotion qui monte en moi. Je t'imagine petite fille et l'image qui vient est celle d'une enfant joyeuse.
Oui, c'est ça, c'est que je pense qu'à chaque date anniversaire, de toute façon, vous y penserez, comme à chaque date de mort. Hein, je veux dire, ceux qui nous ont quittés, c'est des dates anniversaires aussi. Hein, donc, Oui, et même ce que j'ai pu observer, c'est que moi, je suis pas très date, je suis pas très chiffre, etc. Donc, je ne suis pas du tout à cheval sur les dates. Et malgré moi, donc malgré soi, j'ai vécu que des événements comme ça traumatisants qui nous arrivent, les cellules nous le rappellent, quoi. Il y a des choses qui se passent qui sont incontrôlables. Et de nouveau, c'est à accepter. Parce qu'on pourrait penser, les dates d'anniversaire, est-ce que c'est moi qui me dis cette date-là, etc. Non, moi, si je vis ma date d'anniversaire de manière légère, c'est ça mon objectif de nouveau. Mais en fait, il y a des choses où je me suis retrouvée malade du jour au lendemain, un jour anniversaire de son décès. Ça ne venait de nulle part. Et j'étais en vacances avec des amis et je dis à mon ami, mais je comprends pas, t'as vu, j'étais bien, on s'amuse, etc. Et mon ami qui me regarde et qui me dit, ça nous dépasse et c'est les cellules qui reviennent. Et ce qui est très réconfortant, je trouve, c'est que quand même au fur et à mesure des années, à partir du moment où on se met dans cette quête de vouloir aller de l'avant et de vouloir retrouver cette légèreté, cette joie, eh bien, ça diminue, la douleur diminue et l'intensité diminue d'année en année. merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. Il a- Merci. Et, Merci beaucoup. et peut-être à une autre fois. Avec grand plaisir, un tout grand merci. Merci beaucoup.